Europe 1. Le grand direct de la santé, la suite avec Jean-Marc Morandini qui est toujours en compagnie d'Elisabeth Tassayag, de Sabrina Philippe, du docteur Jean-Michel Cohen et du docteur Gérald Kierzek. On va parler de l'épilepsie. En France, l'épilepsie touche environ 500 000 personnes à l'occasion de la journée internationale qui se tient aujourd'hui. On va vous expliquer ce qu'est l'épilepsie et surtout comment faire face à ces crises qui peuvent être impressionnantes. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler au standard d'Europe 1. Vous faites le 39 21. D'abord, docteur Kierzek, on part du début comme toujours. L'épilepsie, c'est quoi ? Alors, c'est une décharge un peu incontrôlée du cerveau. Vous savez que le cerveau, on a des neurones, on a des communications entre ces neurones. Et quand il y a une décharge à la fois électrique, chimique et qui est totalement imprévisible, eh bien, vous avez des mouvements incoordonnés qui vont avoir lieu. Et donc, vous pouvez avoir des crises qui sont soit des crises généralisées, quand tout le cerveau va un peu s'enflammer, et pour des raisons qui sont diverses. 60% des crises d'épilepsie, il n'y a pas de cause. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie idiopathique. C'est-à-dire, malgré tous les scanners, les IRM, il n'y a pas d'antécédents médicaux. Et ça arrive souvent chez les enfants. Eh bien, on ne retrouve pas de cause et on ne sait pas pourquoi il y a cette hyperexcitabilité du cerveau. Et puis, dans 40% des cas, il y a une cause qui est identifiée. Parfois, c'est pas simplement tout le cerveau, mais c'est juste une petite zone localisée. Exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral, il y a une petite zone du cerveau qui va être séquelaire, qui va être cicatricielle, et cette cicatrice va être responsable d'une crise d'épilepsie récurrente, qui sont des crises d'épilepsie qu'on appelle partielles. Donc, l'épilepsie, c'est pas uniquement tout le cerveau et tout le corps, c'est parfois simplement des crises localisées. Il y a beaucoup de monde qui souffre d'épilepsie. Énormément. C'est la deuxième affection neurologique par sa fréquence après la maladie d'Alzheimer. C'est 500 000 patients en France qui en souffrent, avec chaque année 30 000 nouveaux cas, des enfants qui deviennent épileptiques, et puis qui à l'adolescence, cette crise d'épilepsie, les crises vont s'espacer. Alors heureusement, il y a eu énormément de progrès à la fois pour comprendre ces crises, pour traiter ces crises. Alors ça peut aller jusqu'à la chirurgie, mais dans l'essentiel des cas, les crises sont stabilisées par des traitements, et sur les 10 dernières années, il y a eu plus de 20 nouvelles molécules qui permettent de calmer, d'anticiper les crises et de les prévenir. Mais on sait précisément d'où elles viennent, ces crises ? Non, on ne sait pas précisément d'où elles viennent. Alors quand il y a une cause, là, dans les 40% de cas dont je vous citais, les causes sont identifiées. C'est l'accident vasculaire cérébral, c'est le traumatisme crânien, parfois le manque de sommeil, la privation de sommeil, c'est quelque chose qui peut déclencher des crises d'épilepsie. Et puis dans les 60% des cas, on ne comprend pas d'où viennent ces facteurs. Il y a probablement des facteurs génétiques. On sait que c'est associé à des mutations génétiques, mais il n'y a pas un gène, et en tout cas il n'y a pas une hérédité dans l'épilepsie. Et certaines causes restent malgré tout inexplicables, inexpliquées et parfois résistantes au traitement, et c'est tout le problème avec ces crises d'épilepsie qui sont parfois incontrôlables et dont les traitements ne peuvent pas venir à bout. Est-ce qu'il y a des personnes à risque ? Oui, il y a des personnes à risque. Alors, il y a une hérédité qui est plurifactorielle. Il y a plusieurs gènes qui sont en cause, mais il y a des familles avec probablement un facteur héréditaire. Et puis, quand je vous parlais des facteurs comme le stress, le manque de sommeil, certains médicaments peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Donc ça, c'est un vrai risque. Et dans les risques, quand on parle d'accident vasculaire cérébral, ce sont toutes les maladies cardiovasculaires, donc tous les facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent être à terme des facteurs de risque de ces crises. Et puis, il y a des consommations excessives, comme des consommations excessives d'alcool, par exemple, ou des consommations de psychostimulants, de drogues, qui sont des facteurs de risque. Quand je disais l'alcool, c'est aussi bien la consommation excessive, donc dans un sens, mais c'est aussi le sevrage alcoolique. Et on sait très bien que le patient alcoolique chronique qui va arrêter brutalement l'alcool peut déclencher une crise d'épilepsie. Alors, on va aller au standard dans un instant, mais on continue. Docteur Cohen ? Il faut rappeler quand même une cause très importante des épilepsies, et à côté de laquelle il ne faut pas passer, ce sont les tumeurs cérébrales. Ça veut dire que toute crise d'épilepsie doit immédiatement conduire de toute façon à faire une IRM afin de vérifier s'il n'y a pas le développement d'une tumeur. Et deuxièmement, il faut faire attention à tous les petits signes neurologiques, parce qu'il existe ce qu'on appelle les petits mal épileptiques qui peuvent se caractériser par des clignements intempestifs, par une perte de la parole, par un malaise inattendu. Donc l'IRM, c'est vraiment l'examen en cas de doute, en cas d'épilepsie ou de suspicion d'épilepsie. Alors, on essaye de comprendre là d'où elle vient. Sur les symptômes, est-ce qu'il y a des symptômes très précis, très reconnaissables sur l'épilepsie ? Alors, la crise que l'on appelle le type grand mal, c'est une crise où vous perdez connaissance, vous ne sentez pas venir la crise, c'est on-off, c'est-à-dire que vous tombez, vous allez vous raidir, ça vient d'un coup, et c'est tout le problème. C'est-à-dire que beaucoup de recherches sont pour anticiper les crises, essayer de comprendre et pouvoir anticiper, parce qu'imaginez, vous êtes dans une conduite, vous conduisez une automobile et vous faites une crise d'épilepsie, les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est la crise de type grand mal. Vous tombez, vous effondrez, vous raidissez, vous avez des mouvements tonico-cloniques, c'est-à-dire vous allez avoir des grandes secousses musculaires, et ce qui est important, c'est qu'il y a une perte de connaissance. Vous ne pouvez pas discuter avec la personne, et c'est ce qui fait la différence avec la crise de spasmophilie ou de tétanie, par exemple, où vous
vous raidissez, les muscles se raidissent, mais la personne a encore un contact verbal. C'est pas le cas dans la crise d'épilepsie. Et puis il y a la deuxième phase qui est la phase stertoreuse. Il y a une respiration un peu bruyante, les muscles se relâchent et la crise va passer comme ça. Et au bout de quelques minutes, vous allez reprendre connaissance en n'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé, puisque par définition, il y a une perte de connaissance. Donc ça, c'est la crise classique. Mais il y a des crises, et Jean-Michel le rappelait à fort juste titre, il y a des multitudes de formes d'épilepsie, et notamment des crises partielles, soit le bras qui va bouger, soit un clignement, soit des gens qui ont des crises sensorielles ou qui ont l'impression que quelqu'un est dans la pièce, par exemple, avec cette impression vraiment de présence. Eh bien, c'est une zone particulière de perception au niveau du cerveau, et c'est une crise d'épilepsie partielle.